Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cycle de petit déjeuner que donc la Fabrique écologique nous avons décidé de relancer. Ce cycle donc va s'étaler sur l'ensemble de l'année 2018 et il y aura 6 petits déjeuners sur l'ensemble de l'année 2018. Le thème du cycle, c'est comment réussir la transition écologique, qui est un thème suffisamment général pour permettre différentes approches, et c'est bien l'objectif que nous avons à la Fabrique écologique, vous le savez, pluraliste, avec volonté de faire des travaux très sérieux et rigoureux, d'avoir des idées innovantes. L'idée, c'est bien d'avoir différentes approches, sachant que le constat, chacun peut le faire, de l'urgence de plus en plus grande de l'action, et, quoi qu'on en dise, l'insuffisance qui continue, même s'il y a des progrès qui sont faits, l'insuffisance du rythme et de l'ampleur de l'action, en particulier sur le changement climatique et la biodiversité. Donc je remercie beaucoup Corinne Pelluchon d'avoir accepté d'être notre première invitée. Corinne Pelluchon, je ne la présente pas, exactement, je vais être assez court parce que, comme vous l'avez vu dans la presse, elle est extrêmement présentée dans la presse ces derniers temps. Puisqu'elle a eu des tas d'articles différents, divers et variés. Donc Corinne Pelluchon est agrégée de philosophie. Elle a beaucoup travaillé évidemment sur les questions de bioéthique, d'écologie et de philosophie politique. Elle est aujourd'hui professeure de philosophie à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous la connaissez sans doute pour ses différents travaux sur l'animal. Et là, donc, elle publie un nouveau livre que j'ai moi-même lu et que je trouve absolument passionnant, qui s'appelle « Éthique de la considération » et qui nous a paru tout à fait adapté comme premier petit déjeuner de ce cycle, puisque ça traite, en gros, mais je vais pas, évidemment, je vous donne la parole, de pourquoi est-ce que les comportements ne sont pas conformes à l'objectif suivi. Voilà, je vous informe simplement que le petit déjeuner se déroulera de manière très... un peu avec quelques différences par rapport à d'habitude, les petits déjeuners d'ailleurs. D'abord, je remercie Oui Demain, qui est là-bas et qui est notre partenaire média dans ces petits déjeuners. Donc merci beaucoup, vraiment. Et on est très content d'avoir un partenariat presse de type de Oui Demain qu'on apprécie beaucoup dans ces différents articles et dans l'approche qu'il fait des différents sujets. Donc merci beaucoup. Les petits déjeuners, tous les petits déjeuners se dérouleront de la façon suivante. Évidemment, une intervention de l'invité pendant 20-25 minutes. Ensuite, un membre de la Fabrique écologique posera la question qui fâche. Puis, évidemment, débat avec la salle. Et le petit déjeuner se terminera par... tous les petits déjeuners se termineront par 3 vœux. Un vœu au secrétaire général de l'ONU, un vœu au président de la République et un vœu aux citoyens. Voilà. Et donc, Corinne Pelluchon a accepté de préparer ces vœux et donc nous l'écouterons avec beaucoup d'intérêt et d'attention, en particulier sur ces sujets. Je vous informe, dernière chose, que le deuxième invité de notre cycle de petit déjeuner sera Gérard Mestralet au cours du mois de février-mars, 13 mars. Et que par ailleurs, je vous le dis pour votre information, nous organisons un grand événement à l'Assemblée nationale sur l'adaptation, comment adapter les règles du commerce international à l'exigence prioritaire du climat. C'est fait partie, vous savez, du format que nous lançons qui s'appelle les controverses écologiques. Et donc, vous êtes évidemment les bienvenus à ces controverses, sachant que, je vous le rappelle, l'inscription doit se faire très en amont. C'est le 15 février et l'inscription doit être bouclée avant le 8 février. Si vous souhaitez y participer, puisque c'est à l'Assemblée nationale et que les règles sont un peu strictes à l'Assemblée. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, à vous inscrire pour cet événement. Voilà, merci beaucoup encore, et je vous passe la parole. Je ne suis pas filmée, là, si, tout le temps si, vous êtes filmé, et la règle du jeu, c'est que le petit déjeuner, la vidéo, est retransmise demain en différé sur notre site. Faut que je regarde. Ah oui, là, ici. Bon, merci de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Alors moi, je vais faire une présentation de 20 minutes qui ne porte pas seulement sur mon dernier livre, mais je joue le jeu en répondant à votre question, comment réussir la transition écologique. Et j'ai préparé quelques remarques d'introduction, juste pour réfléchir à ce que peut vouloir dire la transition écologique. D'abord, l'écologie,
eh bien, c'est vraiment pas seulement une préoccupation relative à la dégradation des ressources, mais c'est vraiment une réflexion sur notre modèle de développement, une réflexion critique à laquelle nous engage justement l'écologie qui implique de réfléchir à notre rapport à la nature, à la manière dont on envisage l'habitation de la Terre. Et déjà, parler d'habitation de la Terre, c'est récuser un dualisme où nous nous verrions comme un empire dans un empire, pour reprendre la célèbre formule de Spinoza, ou en tout cas on se verrait comme extérieur aux conditions environnementales et matérielles de notre existence. Et puis, il y a cette idée que c'est souvent repris, c'est chez Bertrand Jouvenel et Dominique Bourg en parle souvent, que pendant longtemps, on a vu l'humain comme fort et la nature comme fragile. Et aujourd'hui, nous savons effectivement que c'est le contraire en raison de notre empreinte écologique et de notre poids démographique. En tout cas, la question écologique questionne la réflexion sur les limites au-delà desquelles notre intervention dans la nature et avec notre rapport aux autres vivants, aux écosystèmes, devient problématique. Mais moi, je voulais juste revenir sur le fait que si on pense la transition écologique, c'est vraiment aussi une réflexion sur comment reconvertir l'économie, les modes de production, afin de remettre l'économie ou de mettre l'économie au service du vivant et non pas d'encourager ce qu'on peut appeler l'économisme, qui est une manière d'indiquer que l'économie sert le profit et devient le profit dicte finalement la place des autres sphères d'activité. Et ça, c'est vraiment une réflexion politique. C'est mon deuxième point qui est engagé parce que le politique, pas seulement la politique qui définit le pouvoir, qui a l'autorité, mais le politique suppose qu'on organise les différentes sphères d'activité, la production, l'organisation du travail, la culture, l'économie, en les organisant donc au service des humains, de la paix, de la prospérité, de la justice, et non en fonction d'un diktat du profit qui serait en plus déterminé à partir d'une vision très homogène des choses, où la production est déterminée à la lumière de ce qu'elle est pour les produits manufacturés. On le voit quand l'élevage est réduit à une industrie, etc. Donc vraiment, la transition écologique, c'est une réflexion sur le modèle de développement, sur aussi la place du politique, comment le réaffirmer, et c'est aussi, et je vais insister surtout là-dessus, un volet individuel. Donc c'est la troisième remarque, puisque pour que l'écologie soit autre chose qu'un vœu pieux, pour que la transition écologique soit une réussite, il faut que les individus consentent à modifier leur style de vie, à réduire par leurs habitudes de consommation, leur style de vie, qu'ils réduisent leur empreinte écologique et qu'ils participent du moins à cette reconversion de l'économie et finalement encourage des modes de production plus soutenables et plus respectueux des vivants. Et ce volet individuel, justement, eh bien, je trouve qu'il n'a pas été suffisamment nourri. Bien sûr, l'écologie profonde chez Hannes, qui en est le père de cette expression, eh bien, avait insisté sur les deux volets majeurs de l'écologie dite profonde, à savoir effectivement les styles de vie, et puis cette réflexion engageant un rapport à la nature, à notre représentation de la nature. Les questions écologiques, comme les questions liées aux animaux d'ailleurs, n'étant pas seulement des questions qui nous opposent au niveau de nos intérêts, bien sûr économiques, bien sûr il y a ça, mais elles supposent également une réflexion sur nos évaluations, sur les représentations que nous avons des écosystèmes, de leurs valeurs non instrumentales ou pour certains seulement instrumentales, et c'est cela qui explique les différends, les oppositions. Il y a une profondeur des questions écologiques comme des questions liées à la condition animale, j'en parlerai, mais il y a profondément cette idée que les individus, s'ils ne consentent pas à modifier leur style de vie et même avoir du plaisir à modifier leur style de vie, eh bien tout cela ne marche pas. L'écologie se limite à des réglementations économiques et juridiques ou à des contraintes, à des normes, à des principes qui, bien sûr, sont nécessaires, mais qui ne nous propulsent pas vers un mouvement global de transition, justement, vers un autre modèle de développement, vers d'autres usages des vivants, vers une autre habitation de la Terre. Et je reviens avec cette expression qui pourrait finalement être l'autre mot de l'écologie, hein, sagesse, l'habitation de la maisonnée commune, oikos.
Alors donc, juste pour dire que pour moi, le problème central qui a inspiré ce dernier livre, c'est que je trouvais qu'il y avait un écart entre la théorie et la pratique, la pensée et l'action, dans 3 domaines qui forment le contexte de l'interrogation du dernier livre, Éthique de la considération, à savoir la question écologique, puisque le réchauffement climatique est maintenant, du moins, est rarement réfuté, en tout cas dans sa réalité. Après, il y a des controverses, et les individus comprennent que l'ensemble des conséquences géopolitiques et sanitaires, globales, en tout cas, qu'il y aura avec le réchauffement climatique. Pour la condition animale, il est rare, il est quasiment impossible aujourd'hui de douter de l'intensité des souffrances animales, et pourtant rares sont ceux qui modifient leur style de consommation. Et dans notre pays, en particulier sur le plan politique, peu de choses avancent. Même l'arrêté Delphinarium, qui avait suscité un certain espoir pour certains d'entre nous, prévoyant l'interdiction de la reproduction des cétacés en captivité, vient d'être annulé. Donc du coup, malgré ces débats, malgré le bruit médiatique fait autour de certaines questions, rien ne change au niveau politique. Ça tarde à être inscrit au cœur de l'agenda politique, et peu de choses changent dans les styles de vie, au niveau de la mode, de l'alimentation, au niveau même de la reconversion de secteurs importants de l'économie qui pourraient favoriser une prospérité. Je parle ici de la mode, deuxième pollueur, et un élément essentiel pour la prospérité économique. Donc, pour modifier évidemment le cuir, il y a beaucoup d'alternatives qui existent, mais elles peinent à être prises en compte. Et le troisième élément, troisième domaine qui forme le contexte de cette interrogation, c'est la démocratie, où là aussi il y a énormément de livres, notamment depuis une vingtaine d'années, mais on peut dire aussi d'abord depuis les travaux d'Habermas, au début des années 60, sur la possibilité de reconstruire la démocratie afin qu'elle passe d'une démocratie concurrentielle à une démocratie plus délibérative, ce qui serait tout à fait adapté aux enjeux complexes liés à la biodiversité, à l'environnement, la question animale, qui, comme je le disais, non seulement nous divise sur le plan économique, mais surtout au niveau de exige un enrichissement des débats, puisqu'ils exigent de traduire en termes rationnels tout ce qui suppose nos prises de position idéologiques. Souvent, ce sont des positions plutôt ontologiques. Et puis, une gestion non atomiste de ces problèmes. Pour la biodiversité, c'est particulièrement évident. Et malgré cela, et bien malgré tous ces textes qui donnent des outils tout à fait intéressants pour reconstruire la démocratie, au niveau délibératif, mais même au niveau d'une plus grande participation, qui ne soit pas seulement un vœu pieux ou une concertation, il y a tout un tas de textes, et bien malgré ces textes tout à fait intéressants, force est de constater que le débat politique est malgré tout un petit peu parfois réduit à des invectives. Je crois que ça va un peu mieux, mais enfin bon, c'est pas toujours parfait, et surtout il n'y a pas une traduction d'une réflexion profonde sur justement tous ces domaines-là dont je parle, qui aujourd'hui exigent un traitement transversal et profond et non atomiste. Car aujourd'hui convergent la question écologique et la question de la condition animale, la question de la santé aussi des personnes. Et un des exemples, voire 2 exemples de cette convergence de sujets autrefois rivaux, eh bien, c'est la mode, puisqu'aujourd'hui la mode, deuxième pollueur, la mode, les tanneries, énormément de cancers, par exemple, de leucémie pour les personnes qui travaillent à proximité des tanneries. Évidemment, c'est souvent délocalisé, beaucoup de pollution des eaux, beaucoup de produits chimiques, bien sûr, ne serait-ce aussi que pour teindre les vêtements, etc. Et puis évidemment, la mode suppose le sacrifice d'énormément d'animaux qu'on élève dans des conditions terribles pour cela. Je pense aux visons, renards, etc., pour la fourrure, qui n'est pas encore interdite dans notre pays, qui vient d'être interdite avec un plan progressif et de reconversion pour les éleveurs en Norvège. Bon, donc la mode, mais aussi l'alimentation, puisqu'aujourd'hui, l'élevage industriel, effectivement, impose aux animaux, à des milliards d'animaux, 3 millions par jour en France sont tués pour la viande, eh bien, impose à des milliards d'animaux des souffrances intolérables, mais aussi, il y a énormément d'antibiotiques, par exemple, dans les élevages de cochons, et cela va engendrer très bientôt des problèmes au niveau de la résistance aux antibiotiques, sans parler de la pollution, et puis sans parler aussi de la qualité nutritive des aliments, et sans parler aussi de la dignité des personnes qui travaillent dans ces secteurs. Donc on voit qu'au lieu d'opposer de manière simpliste l'animalisme et la promotion d'un nouvel humanisme qui engage de
reconvertir l'économie, pour la remettre au service des humains et pour savoir dans quelle société nous voulons vivre, avec aussi l'importance des enjeux civilisationnels de ces questions-là, puisque ce que nous faisons à des milliards d'animaux chaque jour, sur la manière dont nous habitons la Terre, c'est aussi un coup de projecteur, non seulement sur l'organisation du travail et de l'économie, mais aussi sur ce que nous, chacun d'entre nous, sommes condamnés à accepter afin de laisser faire. Et là, j'en reviens à ce cœur fondamental qui est ce qui est au cœur de ce dernier livre, à savoir que l'impuissance ressentie devant justement les conséquences du réchauffement climatique, l'impuissance aussi ressentie, c'est Gunther Anders qui en parlait devant la possibilité d'un holocauste nucléaire, la honte ressentie devant les souffrances intolérables infligées chaque jour à des milliards d'animaux que pourtant nous reconnaissons comme sentients, comme sensibles et comme doués d'individuation. Eh bien, tout cela, au lieu d'être reconnu et de traversé, nous le refoulons parce que nous ne voulons pas le voir, et cela engendre des attitudes qui sont l'insensibilisation, cela engendre une dissociation entre la raison et l'émotion, cela souligne toutes les stratégies psychologiques qui nous poussent à trahir notre sens moral et à ne pas faire ce que nous savons bien, et même à ne pas vouloir croire ce que pourtant nous savons. Donc, il s'agit vraiment de mettre l'accent sur les ressorts psychologiques de nos comportements écocides et sur ce qui, justement, empêche que nous puissions mettre en accord notre pensée et notre cœur, la théorie et la pratique, et que justement nous puissions à la fois individuellement et collectivement participer à cette reconversion de l'économie et à cette transition écologique qui est fondamentalement une transition vers un nouvel mode de développement et qui a un enjeu, je le disais tout à l'heure, civilisationnel, car il s'agit vraiment de savoir dans quelle société nous voulons vivre et de ne pas accepter une société à ce point déshumanisante et pour les humains et pour les non-humains. Alors, en clôturant ces remarques introductives, je vais insister sur deux points, l'un plus que l'autre. Le premier, c'est le volet politique, et l'autre, c'est le volet individuel. Il y a en effet, dans mon travail, toujours l'association entre la partie politique, moi je viens de la philosophie politique, je suis philosophe politique, d'une certaine manière, puisque pour moi, le politique a une profondeur, il ne se confond pas, ne se réduit pas avec la question pourtant importante de savoir à qui confier le soin de faire les lois et qui doit avoir l'autorité, donc les institutions, c'est évidemment des questions fondamentales. Mais pour moi, le politique a une profondeur car on ne peut pas s'interroger sur les théories politiques, par exemple la démocratie, par exemple toutes les institutions que nous avons, sans réfléchir à la condition humaine. Et juste un exemple, par exemple, le contrat social de Hobbes à Rawls, et ce qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est un contrat social où le politique est défini par un jeu entre nous, humains, actuel. Il s'agit, les deux finalités majeures de l'État, les deux devoirs principaux de l'État sont la réduction des inégalités iniques, ça c'est dans le meilleur des cas, et surtout la conciliation des libertés individuelles, ce qu'on appelle la sécurité. Nous sommes encore les héritiers du 4e article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, la borne de ma liberté, moi comme agent moral, qui est le titulaire de ces droits conférés à chaque personne, eh bien la seule borne de mon action, c'est justement de ne pas créer un dommage à l'autre être humain, c'est l'autre être humain. Or aujourd'hui, justement, vous voyez à quel point la question animale et la question écologique nous invitent à élargir cette réflexion, puisque les limites de mon action ne sont pas seulement l'autre être humain actuel, mais aussi les dommages créés aux écosystèmes, aux autres vivants et aux générations futures, et à des êtres dont aussi je ne vois pas le visage, mais qui souffrent des conséquences de mon mode de consommation. Je pense ici, dans le contexte de la mondialisation, à ce que nous faisons quand nous achetons, de manière non intentionnelle, nous faisons du mal quand nous achetons par exemple un jean qui a été délavé au Pakistan, dont la fermeture éclair a été produite ailleurs. Donc sans être tout à fait responsable, mais en étant néanmoins, en tout cas intentionnellement, co-responsable, car nous encourageons en tout cas un système qui permet justement la délocalisation. Donc c'est une structure de la responsabilité difficile, complexe, tragique même parfois, par rapport au réchauffement climatique, puisque nous ne voyons pas tout de suite les conséquences de justement nos modes de consommation. La pollution n'est pas toujours visible, les perturbateurs endocriniens non plus. Donc du coup, tout cela peut pousser justement les gens à ne pas faire ce que pourtant ils voudraient faire, en tout cas ce qu'ils savent juste. Donc il y a un volet politique qui suppose que vous voyez les finalités du politique, de Hobbes à Rawls jusqu'à aujourd'hui, étaient définies, assises sur une conception de l'humain comme individu, comme
atome, hein, et cette fiction théorique a été nécessaire afin de fonder un État laïque, c'est-à-dire de conférer à chaque être humain, à chaque personne des droits égaux à ceux de toute autre personne, et en se débarrassant de la théocratie, des références religieuses et de l'ordre social, des privilèges établis. Donc il fallait cette fiction théorique d'un individu coupé de son appartenance corporelle, sans genre, coupé des autres vivants, pour pouvoir justement inventer cette tradition des droits de l'homme auquel on ne dira jamais assez tout ce qu'on lui doit, dont on dira jamais assez, tout ce qu'on lui doit. Mais néanmoins, en ce faisant, nous avons effacé la dimension corporelle et relationnelle du sujet, à savoir le fait que dès que je mange, dès que j'existe, dès que j'habite quelque part avec la pesanteur que j'ai, eh bien je cohabite avec d'autres vivants, humains et non humains. Dès que je mange, j'ai un impact sur les modes de production, de distribution, sur les humains qui produisent les nourritures, sur les animaux. Et donc le lieu de l'éthique n'est plus seulement la rencontre avec l'autre être humain, mais mon usage des terres, mon usage de ce que j'appelle moi les nourritures, pour ne pas parler de ressources. Et voilà, donc ça veut dire aussi que les finalités du politique ne sont plus seulement réduites à la sécurité entre nous et à la réduction des inégalités iniques, qui sont évidemment importantes, mais à ces deux finalités de l'État s'ajoute la protection de la biosphère, condition de mon existence, respirer, pouvoir respirer, ne serait-ce que cela, le rapport aux autres vivants, humains et non humains, et justement même peut-être un motif eudémoniste, lié au bonheur, lié justement au fait que vivre, ce n'est pas seulement survivre, mais c'est aussi se nourrir d'écosystèmes, de la nature, de milieux qui ne sont pas seulement extérieurs à moi, mais qui m'enveloppent et qui justement constituent mon existence, nourrissent mon existence, lui donnent un sens et une saveur. Donc on voit qu'à partir du moment où on prend en compte la matérialité de notre existence, la corporéité du sujet qui vit d'eux, qui vit d'air, d'eau, de nourriture, eh bien les finalités du politique ne sont pas celles qui sont limitées dans le contrat social ou dans la manière de faire de la politique. Donc déjà on voit que le volet politique est fondamentalement articulé à une réflexion sur la condition humaine, et que quand on change cette lumière, cette réflexion sur le sujet, sur la condition humaine, eh bien on change toute l'armature conceptuelle permettant d'indiquer les finalités du politique. Mais ce n'est pas le volet essentiel même en politique sur lequel je reviendrai. Je dirais qu'en politique, il y a trois volets. Il y a ce volet normatif que je viens d'indiquer, et qui, encore une fois, souligne la profondeur de la philosophie politique, qui n'est pas seulement une question d'institution, qui suppose aussi une réflexion sur la condition humaine, et aussi, on verra tout à l'heure, sur le type d'individu, qui soutient l'exercice de la démocratie, qui soutient aussi les institutions, et sans lequel elles ne sont que des coquilles vides. Mais il y a le deuxième niveau, et là je crois qu'il y a suffisamment de travaux, qui est le niveau s'agissant lié au fait de compléter la démocratie représentative, afin que justement elle puisse prendre en charge des enjeux globaux de long terme, des enjeux qui ne sont pas présentistes, parce qu'effectivement la démocratie représentative consacre les intérêts immédiats des hommes actuels, et évidemment pour cette raison elle peut peiner à prendre en compte les intérêts des autres vivants. Alors Dominique Bourg a proposé énormément de choses pour compléter ce système représentatif. J'indiquerai seulement, pour ne pas répéter tout ce qui a été fait, ce que moi j'ai fait par rapport à la question animale, comment justement résoudre cette difficile question. Si la question animale fait partie de nous, puisque dès que nous mangeons, dès que nous habitons quelque part, nous cohabitons avec d'autres vivants, qu'il s'agisse des animaux domestiques que nous avons amenés à la maison, de mousse, ou qu'il s'agisse des animaux sauvages qui habitent dans les forêts, lesquels ne sont jamais vierges, eh bien ou des animaux liminaires qui s'invitent à proximité de notre domicile, comme les pigeons, et qui sont très hétérogènes, tout ce que vous voulez, les écureuils, etc. Eh bien, tous ces animaux cohabitent avec nous, coexistent avec nous, mais force est de constater que, eh bien, dans la manière dont nous définissons les règles de la coexistence, nous leur dénions la plupart du temps le droit à exister, nous ne prenons pas en compte leurs intérêts, et quand nous les détenons, nous les exploitons, nous le faisons, hélas, aujourd'hui, en méprisant leurs besoins de base, les besoins liés à leur espèce, leurs besoins éthologiques, et encore plus leur individuation, leur subjectivité, leur histoire, puisqu'ils sont anonymisés, contrairement aux vaches de mon enfance qui avaient chacune un prénom et vivaient 12 ans, maintenant elles ne sont anonymes, ce sont des numéros. Donc,
Il y a ça, et quant aux animaux sauvages, bien sûr, on a l'impression que la terre est vierge et donc on peut s'accaparer toutes les terres sans limite. Vous voyez à quel point toutes ces questions travaillent la notion de limite. Et pour justement penser une politique qui soit aussi une zoopolitique, c'est-à-dire qui prenne en compte les intérêts des humains mais aussi des animaux, eh bien, la grosse difficulté, c'est que pour ce faire, il faut que des humains portent la voix des animaux, si je puis dire, se fassent le porte-parole des intérêts des animaux devant d'autres humains dont certains vivent encore de l'exploitation animale et qui ne sont pas tous convaincus de l'importance d'une prise en compte des intérêts des animaux. J'ajoute que l'égale prise en compte des intérêts des humains et des animaux, ce qu'on appelle l'antispécisme, n'implique pas l'égalité de traitement ni le fait de mettre au même niveau les humains et les animaux. Ça, c'est un contresens effectivement souvent fait parce que les gens manquent de rigueur. Mais voilà, en tout cas, le problème là, c'est comment inscrire la question animale dans l'agenda politique. Eh bien, c'est effectivement prendre la mesure d'abord de cette asymétrie dont j'ai parlé et qui se retrouve également dans la notion des droits des animaux. Hein. Les droits des animaux seront par nous conférés, ils seront anthropogéniques. Néanmoins, ils ne seront pas anthropocentriques, c'est-à-dire limités au point de vue de l'homme, si on accepte de voir que la source, le point de départ de ces droits par nous conférés sont justement les besoins éthologiques des animaux, ce qu'ils ont à dire, si je puis dire, et que souvent nous n'écoutons pas, et que nous pouvons traduire en termes juridiques. Donc c'est assez complexe, là aussi, loin des caricatures dont vont se repaître les médias souvent. Mais vous voyez, pour que cela ait une traduction de manière politique, je crois qu'il faut, c'est le dernier volet du politique, une stratégie à long terme et à court terme, car nous sommes dans une démocratie et quand on politise une question, comme la question animale qui divise, qu'on passe de l'éthique où on peut être pur à la politique où il s'agit de construire un consensus, quelque chose de difficile, mais de se donner les moyens de construire a posteriori le bien commun, eh bien, il faut trouver des accords sur fond de désaccords et je crois que, c'est ce que j'avais fait dans le manifeste animaliste, on pourrait tout à fait d'ores et déjà indiquer quelles pratiques n'ont plus d'utilité publique et sur les volets dont j'ai parlé, santé, environnement, dignité des personnes, animaux, cochent toutes les cases négatives. Des pratiques qui pourraient être supprimées d'ores et déjà à condition qu'on ait un délai et qu'on permette aux personnes qui vivent de l'exploitation animale, aux dresseurs, etc., qu'on leur donne les moyens de se reconvertir et de trouver leur place dans un monde plus juste envers les animaux. Et puis à côté de cela, on pourrait tout à fait encourager des innovations technologiques et dans la mode, dans l'alimentation, afin que justement les personnes aient plus de plaisir à faire leur bien avec le moins de mal possible pour les animaux. Et puis une reconversion, évidemment, des modes de production alimentaire. Ça me semble tout à fait important, mais ça demande évidemment un volontarisme politique, parce que, par exemple, passer de l'élevage intensif pour les cochons à l'élevage extensif, ça suppose des aides logistiques, financières. Je rappelle que la Suède, depuis 1986, même dans les élevages de cochons industriels, eh bien, il y a une séparation entre l'endroit où ils font leurs excréments et il y a du foin, etc., et pas du caillebotis, et les mutilations, castration à vif des queues de porcelets, couper les queues des porcelets, castration à vif, etc., sont interdites. Et le consommateur suédois préfère acheter cette viande un peu plus chère que celle qui provient des élevages allemands. Donc il y a quand même, depuis 1986, dans d'autres pays, quelques avancées qui sont tout à fait sages et qui représentent non pas un simple welfarisme, mais une manière de conjuguer, en tout cas moi c'est ce que je propose, des adaptations qui sont un peu d'amélioration de la condition animale, où on ne décrète pas tout de suite la fin de l'exploitation, car c'est pas encore, disons, dans l'esprit de la majorité, mais on travaille à un horizon. C'est ça la transition, un horizon au loin qui peut être justement, peut-être qu'un jour, la prise en compte par beaucoup de personnes du fait que prendre la vie d'un animal qui est individué, ça ne va pas de soi, mais en attendant, on travaille à des mesures à la fois rigoureuses, vigoureuses et de transition et d'amélioration. Pour la mode, c'est un peu ce qui se passe dans certains pays avec énormément d'inventivité au niveau des textiles, au niveau de ce qui remplace le cuir. Mes chaussures ne sont pas en cuir, mais viennent ont été travaillées au Portugal avec du pineapple, l'ananas.
Et donc voilà, dans une entreprise petite, bon alors je les ai achetés sur internet parce qu'il n'y a pas de boutique les vendant, en tout cas Escarpin non. À côté pas loin d'ici, il y a ce qu'ils font en tennis, hein, c'est très très bien, ça remplace le cuir. En tout cas, bon là aussi on coche toutes les cases, disons pas moins de pollution, mieux pour les animaux, conditions de travail des personnes, santé, etc. Alors moi je voudrais là maintenant, pour le temps qui reste, eh bien travailler sur ce qu'est mon dernier livre, c'est-à-dire pourquoi les individus peinent à faire entrer, quand ils savent que justement sur le plan normatif, eh bien la politique n'est plus un jeu entre nous et qu'elle a justement d'autres finalités que la sécurité et la réduction des inégalités iniques, quand ils sont convaincus qu'on peut d'ores et déjà mettre les questions liées aux animaux dans l'agenda politique, eh bien pourquoi ça ne marche pas, ou du moins qu'est-ce qu'il faut pour que tout cela marche, hein. Vous rappelez Rousseau, dans Le contrat social, disait cette chose magnifique, hein, il faudrait que les hommes fussent avant les lois ce qui ne peuvent être que par elles. Autrement dit, qu'est-ce qui va donner aux individus le sens de l'obligation et faire que, eh bien, ils intégreront dans leur bien propre le bien général, un bien général qui était chez lui limité, hein, à justement la sécurité, la réduction des inégalités, bon, peut-être quelque chose d'un petit peu substantiel puisqu'il est républicain, mais qui n'engageait pas la protection de la biosphère, la condition animale et tout ce que nous avons, nous. Hein. Mais déjà, hein, comment donner aux individus le sens de l'obligation? J'ajouterais comment faire pour qu'ils aient du plaisir à changer leur style de vie, qu'on sorte de ce qu'on appelait autrefois l'écologie punitive. Eh bien, il y a, je crois, et c'est ce que j'ai fait dans le travail qui s'appelle Éthique de la considération, j'ai essayé de bâtir une éthique des vertus, mais nouvelle. L'éthique des vertus est une approche de la morale qu'on doit à Aristote et Platon, donc qui est ancienne, mais que j'ai actualisée, et qui insiste non pas sur les principes, les normes, mais sur les manières d'être, sur les agents individuels, sur l'ensemble des traits moraux qu'il s'agit d'encourager, afin que les personnes, justement, ne se forcent pas à faire le devoir, mais changent leur perception des choses et aient du plaisir à faire une action droite, etc. Alors, donc, vous voyez, l'accent n'est plus passé sur les normes, les principes, sur le devoir, sur ce divorce que nous avons souvent entre le devoir et le bonheur, mais sur les manières d'être. Alors, ces manières d'être, ou vertus, hein, vous voyez, c'est une manière de traduire le mot vertu en grec, qui n'est pas tout à fait ce qu'on veut dire nous, hein, comme contraire du vice, mais la question c'est qu'eux, ils s'appuyaient sur une définition de la nature humaine, très essentialiste, hein, avec, si vous voulez, la nature figée, l'espèce humaine, et donc du coup, il fallait faire ceci, cela, il y avait comme un programme, et c'est très perfectionniste. Moi, j'ai remplacé la notion d'essence ou de nature de l'homme par une réflexion sur la condition humaine ou la corporéité joue un rôle fondamental, les conditions matérielles de l'existence, la vulnérabilité, la finitude, la naissance, etc. Et lié à mon travail précédent. Et surtout, parce que justement, nous sommes aujourd'hui, je reprendrai cette phrase de Sartre, seuls et sans excuse en raison de notre responsabilité, seuls, parce que ni Dieu, ni les traditions, ni même la raison ne peuvent fournir de guide définitif pour se conduire individuellement ou collectivement. Donc il faut trouver en soi-même les ressources pour justement s'émanciper. Et trouver justement être un acteur de cette transition écologique. Eh bien, puisque c'est vraiment le cœur du livre. Et alors moi justement, j'ai essayé de construire une éthique des vertus nouvelle, et que j'appelle la considération, qui n'est pas une vertu, la considération, mais l'attitude globale sur laquelle se fondent toutes les vertus classiques. Parce que, vous voyez, Aristote, comme Platon, ils avaient, bon, chez Aristote, il y a 13 vertus morales et 5 vertus intellectuelles, mais on va dire que chez les classiques, il y a 4 grandes vertus. La prudence, c'est importante au niveau politique, hein, comment savoir parler dans les circonstances imprévisibles de la vie, etc. La tempérance, modération dans les appétits, fondamentale en écologie. Là, le courage, le fait de tenir la mesure, de tenir bon, et la justice. 4 vertus cardinales. Et les anciens pensent qu'une fois qu'on a, disons, choisi le bien, qu'on a va choisir justement l'amour, de la vérité, de la justice, et bien, comme on n'est pas jaloux de la possession par d'autres de l'amour et de la justice, contrairement au choix des biens comme l'argent ou comme les honneurs, et bien, on va s'engager dans une voie qui prendra un peu de temps, où il y a quelques étapes, mais où justement va se consolider un certain nombre de traits moraux et amoraux,
comme la douceur, etc., et de représentations intellectuelles et d'émotions qui feront qu'on trouvera quelques individus qui seront justement des phronimos, des hommes prudents, etc. La prudence étant le fait de viser la juste mesure entre l'excès et le défaut. Les exemples, c'est le bon médecin, un régime pour un enfant de 70 ou un homme de 70 ans, c'est toujours le bon régime, c'est toujours un intermédiaire entre trop et trop peu, mais c'est évidemment en quantité pas la même chose. Donc c'est vrai que le niveau prudentiel, c'est une manière de viser ce qui est juste, la mesure, mais toujours déterminé en fonction d'une situation et d'un contexte. Ce n'est pas comme en mathématiques où ça tombe comme ça, où on a une règle. Il faut un discernement. Sauf que les anciens pensent que l'individu peut être le critère de ce discernement. Moi, j'ai repris aux chrétiens, mais en sécularisant beaucoup, eh bien, le fait que pour tenir la mesure, avoir la mesure, eh bien, on ne peut pas sans une expérience de l'incommensurable. Et j'ai repris à Clairvaux, de Clairvaux, le moine cistérien, cette idée de considération qui veut dire regarder les étoiles ou la constellation d'étoiles, Sidus Sideris, regarder quelque chose ou quelqu'un avec la même attention que s'il s'agissait d'une constellation d'étoiles. Et en fait, je prends deux choses aux anciens. Premièrement, le fait qu'on ne peut pas tenir la mesure sans cette expérience de l'incommensurable que Clairvaux rapporte à Dieu. Bon, seul un rapport avec Dieu, pour lui, me permet de prendre conscience que je suis fini, d'avoir, j'en parlerai tout à l'heure, l'expérience de l'humilité, et donc de garder la mesure dans la gestion politique et économique des choses, puisqu'il s'adresse dans ce livre à Eugène III, alors en exil, qui est un pape. Donc c'est un miroir des papes, si je puis dire ce texte, un texte politique. Et pour fonder un engagement sage, il faut ça. Bon, moi, évidemment, je me passe de Dieu, si je puis dire, hein, et à la place de Dieu, je remplace cette référence à l'incommensurable par le monde commun, défini de manière arinthienne et un peu plus, c'est-à-dire que le monde commun qui est formé par l'ensemble des générations passées, présentes, futures, le patrimoine naturel et culturel, les hôtes vivants, eh bien, et ce monde commun que je sens à même ma corporéité, quand justement je fais l'expérience non pas de l'ascension vers Dieu, transascendance, mais de la transdescendance, c'est-à-dire de l'approfondissement de ma condition charnelle où je sens la proximité que j'ai avec les autres vivants, cette communauté de destin que j'ai avec les autres vivants, eh bien, ce n'est plus une conscience, mais ça devient un savoir vécu. C'est ça la transdescendance, et qui fait que dans mes représentations, mais aussi dans ma manière de percevoir, de sentir et d'admirer les choses, le monde, et d'interagir avec autrui, eh bien, je suis différente, et que j'ai même du plaisir à éprouver, enfin, du moins, au lieu, quand j'admire un être vivant, un tigre, un éléphant, loin de moi de vouloir l'encager, eh bien, j'ai du bonheur à le voir s'épanouir selon ses normes propres. Parce que l'admiration sans considération, on sait qu'elle peut être fatale à la beauté de ces êtres-là. Mais donc, du coup, vous voyez, la considération est une attitude globale liée à un rapport personnel, à quelque chose qui me dépasse, transdescendance, entendez aussi génération future, hein, à ce monde commun qui est inscrit dans ma corporéité et dont un des emblèmes est la naissance. Car quand je suis né, le fait d'être engendré, c'est le fait d'avoir plusieurs aïeux derrière soi, d'être toujours plus vieux que soi-même et d'être aussi la possibilité de renouvellement du monde, à condition, puisque nous sommes tous nés d'une contingence, d'une indétermination énorme, à condition bien sûr que nous tenions cette promesse de renouvellement du monde, que nous ayons confiance en nous, que nous trouvions les moyens de nous émanciper et que la société et l'organisation politique fassent de la place à nos nouveautés et ne contraint pas les êtres à être des robots ou à se déshumaniser. Donc voilà, donc ça, le monde commun est et ce qui justement permet non pas seulement d'avoir la mesure, mais de la garder. Pourquoi ? Parce que c'est un rapport profondément et personnel à sa corporéité, à sa finitude, et j'ai décrit certaines étapes de la transdescendance, en particulier la question de la mortalité, de cette confrontation à ce qui met en impuissance ma volonté, mais pas seulement, où il y a dans tout le pâtir un dynamisme, etc. Je l'explique tout ça, ces étapes. Et la deuxième chose que j'emprunte aux chrétiens, c'est l'humilité, qui vient d'Homuster, et qui, chez Bernard de Clairvaux, n'est pas seulement le rappel de mes vices, de ma faillibilité, des vices dont j'accuse les autres, mais qui sont souvent déjà en moi, c'est aussi le rappel de ma condition charnelle et engendrée. Rappelle-toi que tu es sorti nu d'une femme, écrit-il au pape Eugène III, et du coup, cet rappel de sa condition engendrée, là aussi, permet à un individu de tenir la mesure et de résister plus ou moins à la tentation de la domination et de la toute-puissance qui sont intrinsèquement liées à l'humain. Et alors que il n'y a pas cette
conscience de mal chez les Grecs. Il n'y a pas non plus cette idée de toujours devoir remettre le travail sur le métier. Pour moi, l'humilité n'est pas une vertu, mais une méthode. Et la considération, donc, a vraiment cette réflexion-là, où vous voyez qu'on a un processus, c'est une éthique comme transformation de soi, impliquant deux volets. Un volet d'émancipation, puisqu'il s'agit, ça chez Spinoza, livre 5, c'est très bien décrit, proposition 1 à 21, il s'agit de se libérer de l'aliénation, des visions un peu égocentriques, mais que nous avons tendance à nous plaindre de tout, à avoir des passions tristes, à ne pas savoir aimer, à considérer que celui qui me comble de bonheur dès qu'il s'en va, eh bien, il est complètement, il est absolutisé, donc il est complètement haï, nos amours virent en haine, etc. Nous avons des passions tristes. Et ces passions tristes ne sont pas psychologiques. Spinoza dépsychologise les passions tristes, l'individualisme, la haine, le ressentiment. Il montre que c'est lié à un rapport au tout. Dieu comme nature. Hein. Donc, bon, pour moi, Spinoza est athée. Mais bon. En tout cas, le fait de me sentir appartenir à un tout fait que je vais relativiser un certain nombre de choses, voir le monde autrement, et à la fois des affects négatifs, plutôt des passions négatives disparaissent, mais des affects positifs naissent, la joie, l'hilaritas. Et ça, c'est la deuxième partie du livre 5 de l'éthique, où justement là, on n'a plus seulement un processus d'autosubjectivation, où je deviens... Finalement, j'ai une ipséité morale, je sais ce que j'aime, j'élargis la sphère de mes intérêts, la sphère de ma considération. Mais ce n'est pas seulement intellectuel. Chez Spinoza, l'intelligence est aussi amour. Il y a un impact sur les émotions, sur les affects, de la connaissance, de la représentation. On retrouvera ça chez le grand N.S., le grand philosophe norvégien, dans son écosophie. Une écosophie, ce n'est pas seulement la connaissance des interactions avec les autres vivants et de la biodiversité, c'est justement cette transformation de moi très profonde au niveau des affects par cette connaissance-là, qui en plus fait que j'admire autrement les choses, je suis au monde ou avec le monde autrement. Donc voilà, c'est tout ça que je décris. Alors ça peut prendre un peu de temps, mais j'en dresse les étapes, avec néanmoins, vous voyez, quand on parle d'émancipation, déjà, on se situe dans un projet héritier des Lumières, avec l'idée qu'il faut façonner un petit peu l'individu, mais avec aussi ses ressources propres. Hein. J'insiste beaucoup sur l'autonomie comme capacité d'agir et horizon d'individus qui doivent être équipés psychiquement, pas seulement intellectuellement ou moralement, pour justement ne pas trahir leur sens moral, pour avoir le courage de traverser les émotions négatives, la peur, l'impuissance, pour justement la honte, l'indignation, émotion, traumatisme lié à la question animale, pour avoir la force de les traverser et d'en faire un engagement dans sa vie, mais aussi collectivement, avec générosité. Donc voilà, tout ça, et qui me semble particulièrement nécessaire à l'âge du réchauffement climatique, à l'âge de la mondialisation, et puisque nous sommes 7,5 milliards. Et je finirai juste par une formule. Dans les nourritures, j'avais montré que vivre, c'est toujours vivre de et vivre avec. Quand je mange, j'ai besoin de quelque chose. Je ne suis pas un cerveau sur pattes, hein. Je suis un cogito gourmand, j'avais dit. Parce qu'en plus, il y a la dimension de plaisir et de complaisance dans les choses. Hein, et tout mon travail est aussi une manière de rompre avec la philosophie de la déréliction de Heidegger, qui, je pense, sur beaucoup de choses se trompe, hein, j'ose le dire, mais bon. Mais vivre, c'est vivre de et vivre avec. Et là, j'ajoute vivre, c'est vivre de, vivre avec et vivre pour. Et la considération qui a plusieurs degrés, mais culmine effectivement par l'engagement en faveur du monde commun. Dans la considération, il y a plus que le respect, car le respect écrase. L'individu est écrasé par l'universel. On le voit chez Kant, hein, quand il voit un homme qui lui impose le respect, ce n'est pas son individualité, c'est la personne qui représente la droiture, la majesté de la loi morale. Et vous vous rappelez, dans cet exemple, il dit, en comparaison, je me sens un peu minable, hein, la loi morale terrasse, un Niederschlag, la présomption, mais aussi, il dit, oui, cet individu, il est quand même pas malin, il n'est pas futé, hein, mais il a la droiture de la loi morale. Donc le respect, c'est ce sentiment comme un reproche vivant, où c'est la majesté de la loi morale qui écrase l'individu, dont on ne voit pas les yeux, l'individuation. Au contraire, la considération, non seulement ne s'oppose pas à l'admiration, ce qui était le cas chez Kant du respect, mais dans la considération, jamais l'universel n'écrase l'individu, car elle est une attention à chaque chose, à chaque activité, même les plus humbles de la vie quotidienne. Elle est une présence à soi liée à tout cet ensemble d'équipage, je puis dire, à la fois intellectuel,
psychique et qui, quand j'ai parlé de la transdescendance, et ce qui est clair avec le rapport aux animaux, mais aussi avec l'expérience de la vulnérabilité, travaille les couches archaïques du vécu. Les couches archaïques du vécu qui ont été si malmenées et caricaturées par la rationalité philosophique et malmenées par la tradition technoscientifique de notre Occident et que l'éco-psychologie amène à voir autrement. Donc voilà, il y a tout ce travail-là. Donc la considération, c'est vivre de, vivre avec, vivre pour, avec un engagement en faveur du monde commun qui culmine dans l'engagement au service d'une cause, selon moi, mais qui peut avoir des degrés divers. Et j'essaie de redescendre un petit peu en prenant la mesure du besoin de gratification narcissique qu'ont les individus, de la place de la reconnaissance pour eux dans le travail et de ce que j'appelle la convivence, qui est la considération à un niveau moins, si vous voulez, élevé, et au niveau politique, en dégageant ce que pourrait être une éthique, une politique de la considération. Et enfin, il y a dans la considération, qu'on n'a pas dans les morales du devoir, une dimension essentiellement esthétique, esthésis, sensation de cela, mais je ne vais pas résumer mon livre, mais ce que je voulais dire, c'est voilà, qu'est-ce que c'est qu'une éthique des vertus, disons sécularisée, non essentialiste, qui permet de faire le lien entre la théorie, la pratique, la pensée et l'action, d'équiper des individus qui soient à la fois humbles et forts, et libres, très libres, pour justement affronter les défis que nous avons affrontés et peser de manière sage, comme dirait le pape, exercer une sage pression sur les gouvernements afin qu'ils remettent l'économie au service des humains et que nous nous battions contre quand même ce qui est Goliath, à savoir l'économisme. Merci beaucoup. Ce qui est bien avec vous, Corinne, c'est qu'une fois qu'on vous a écouté, on a l'impression d'être plus intelligent. Donc, enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Donc merci, c'est tout à fait passionnant. J'en profite parce que j'ai oublié, avant qu'on passe aux questions, pour saluer la présence de Sandrine Lefeu, députée du Finistère, qui a eu la gentillesse de nous rejoindre, qui est agricultrice, et donc peut-être qu'elle souhaitera intervenir sur ces différents sujets tout à fait passionnants. Donc on passe à la question qui fâche. Lucile, à toi. Je ne sais pas si c'est une question qui va fâcher, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir réintégré la psychologie, les questions sociologiques dans notre travail sur la question de la transition écologique. Alors moi, j'avais envie de vous poser, il y a une sorte d'écho, et j'avais envie de vous poser une question. Je trouve qu'aujourd'hui, la réflexion sur la transition écologique est un peu écartelée entre un discours catastrophiste et un discours de « on fait », et on fait à son niveau, on fait au niveau local, on fait ce qu'on peut. Et il est écartelé entre la réalité des faits scientifiques, qui sont effectivement plutôt du côté de la catastrophe, et le sentiment qu'au fond, l'humanité peut changer profondément, qu'elle en a les moyens. Et d'ailleurs, dans son encyclique, le pape que vous avez cité, et pourtant il y a une tradition apocalyptique, dit clairement, au fond, je me situe plutôt du côté du positif. Donc je voulais vous demander, Corinne, comment est-ce que vous vous situez entre cette question du catastrophisme et cette question de la capacité à faire qui, lorsque vous évoquez les choses individuellement, est plutôt du côté de la profondeur du changement et de nos capacités. C'est terrible. Alors peut-être qu'il faut mettre plus loin. Ah oui, peut-être. Non ? C'est voilà. Ah oui, le son. Alors très très bonne question. Moi, je pense que bon, les deux approches sont importantes. Hein. Le catastrophisme, il faut quand même prendre conscience de la gravité des choses et aussi de l'horreur des choses. Hein. Bon. Sur la condition animale, il est difficile de ne pas avoir, quand on prend la mesure de ce qui se passe, on traverse un miroir. On va de l'autre côté du miroir et on n'en revient pas, c'est mon cas. Et il y a quand même, la réalité dépasse la fiction quand même, de ce que nous sommes capables de faire. Hein. Donc je pense qu'il y a la conscience, la lucidité qu'il faut avoir. Ensuite, je crois, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Et moi, je suis plutôt, vous voyez, je pense que j'ai les deux. Le catastrophisme, le traumatisme, et d'un autre côté, si on veut être utile, et après tout, quand on ose écrire, il faut être utile, sinon il vaut mieux s'abstenir, eh bien, il y a l'idée de proposer des outils pour aujourd'hui, afin que, avec une certaine urgence, les êtres se saisissent de ces questions. Et moi, je crois vraiment que les outils qu'on a proposés en éthique normative s'en tenaient seulement à des prescriptions.
mais dans tous les domaines. Les prescriptions dans tous les domaines, y compris au niveau moral, au niveau démocratique, eh bien, font que les êtres s'habituent à voir que personne ne les suit et deviennent cyniques. De même, nous n'avons pas assez travaillé sur l'équipement psychique qui évite aux êtres d'adhérer à des solutions ou des récits simplificateurs. Et le fait d'être aujourd'hui dans la société, dans le triomphe du nous contre vous, qui est l'exact contraire de la convivence dont je parle, ce n'est pas une fatalité. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Il est temps aujourd'hui de ressaisir un projet qui est profondément celui des Lumières, à la fois en complétant l'héritage inachevé, comme dirait mon idole, il parlait comme ça, mon idole Lincoln, de la déclaration d'indépendance. Vous savez, quand à la guerre de sécession, au discours de Gettysburg, quand il dit, bon, mais dans la déclaration d'indépendance, on n'a pas supprimé l'esclavage. Et pourtant, la démocratie est née américaine sur le principe, l'idéal de l'égalité en dignité de chacun. Et il dit, ce ne sont pas des principes évidents, mais nous devons nous vouer à cela. Et ce que nous ferons montreront si nous sommes dignes de cet héritage-là qu'il s'agit de compléter. Eh bien, moi, je crois aujourd'hui que les Lumières, il faut les compléter parce que la nature n'est plus un simple fondement. L'homme n'est pas un empire dans un empire. Kant, le plus grand philosophe des Lumières, il est encore dualiste. Donc ça, nous sommes nombreux à avoir travaillé pour dépasser ce dualisme nature-culture et proposer, c'est mon cas, une philosophie de l'existence où l'écologie trouve sa place au cœur du sujet et non pas en dehors, comme ça, comme une question, un îlot éthique ou une réflexion à part. Donc il y a toute cette élaboration-là. Il faut compléter l'héritage des Lumières, mais en garder l'esprit qui est l'émancipation individuelle. Nous sommes seuls et sans excuse. Comment l'individu peut trouver des ressources pour justement aller vers ce qui lui fait plaisir, à accéder à son désir, Rousseau, les 1000, et aussi ne pas trahir son sens moral, car tous les comportements écocides sont liés à des représentations, et aussi des stratégies psychologiques qui font que les individus vont ne pas justement aller vers ce qu'ils savent pourtant être nécessaire et même bon au niveau individuel, bon même au niveau de leur santé, etc. Et tant qu'on ne s'attaque pas aux racines psychologiques, éco-psychologiques, et à ce qui est vraiment de l'ordre aussi, non pas du spirituel, qui est un mot valise, mais d'un plan qui ne se situe pas seulement sur le plan de l'éthique ou des relations interhumaines, mais ce plan qu'on peut appeler existentiel, qui engage vraiment ce que j'ai essayé de décrire dans la transdescendance, eh bien, je crois qu'on n'y arrivera pas. Mais chacun avec ses outils. Moi, je suis philosophe et philosophe politique, donc j'essaie de, si vous voulez, redécrire ce que pourrait être l'universel et les Lumières aujourd'hui, avec deux volets, l'émancipation individuelle, même la transformation du sujet, et un projet volontariste politique. Voilà. Mais chacun fait sa part. Je pense que c'est ça important. Mais moi, je crois qu'en d'une certaine manière, il y a les deux dans à la fois la prise de conscience de l'urgence et le désir de construire et de servir justement quand même la vie, quoi. Merci. Alors, la parole est à la salle. Je vous propose qu'on prenne plusieurs questions. Peut-être, madame, votre partenaire, oui, demain. Et puis ensuite, n'hésitez pas à lever le doigt. Oui. On m'entend là ? Oui. Oui, au risque de vous faire répéter, Madame Pelluchon, quel est l'électrochoc qui permettrait de justement inciter l'individu et l'individu lambda et le politique lambda, j'ai envie de dire, de changer de comportement. Alors, d'autres questions ? Sandrine Neufeu. Oui. Oui, allez-y. Bonjour. En parlant d'électrochoc, est-ce que vous pensez qu'il faut justement choquer pour qu'on arrive à la considération ? Je pense par exemple aux vidéos de L214 sur les conditions de vie dans les abattoirs et les conditions de mort des animaux qui ont permis vraiment un électrochoc dans le citoyen, mais également dans l'agroalimentaire. Donc est-ce qu'on a besoin de choquer ? Bonjour, merci pour ce petit déjeuner. Je vais devoir partir. Je voudrais juste faire quelques remarques. Voilà, je suis donc députée du Finistère. Je suis agricultrice en agriculture biologique. Je fais des légumes. J'ai un magasin de producteurs. Le thème, c'est bien la transition écologique. Et je pense que la transition écologique doit être
fait de faits et d'actions. Au niveau politique, on avance, on a des avancées sur le bien-être animal, mais je trouve que ça ne doit pas se réduire au bien-être animal. Au niveau des citoyens, vous devez aussi vous prendre en main tous, aller discuter avec vos voisins, changer vos pratiques alimentaires. Mais je voudrais quand même rétablir quelque chose, modérer un petit peu votre discours, si je puis me permettre, parce que faut savoir que l'objectif de la transition écologique et la réduction du réchauffement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle va passer pour une grande partie par l'agriculture. Donc on est en train de faire changer ces pratiques-là, on est en train du mieux qu'on peut de faire une agriculture plus verte. C'est pas facile parce que pendant des années on a dit aux agriculteurs que c'était comme ça qu'il fallait faire, et c'est pas non plus de leur faute à eux. Moi, mon voisin, c'est une grosse porcherie industrielle, il me dit si je pouvais changer je le ferais, mais il a 1 million d'emprunts sur le dos, quoi. Donc ça, faut bien le prendre en compte. Mais il y a aussi, on ne pourra pas cultiver toutes les terres en légumes. Et si on arrête l'élevage demain, ça veut dire qu'on va retrouver des champs entiers qui vont devenir des forêts qu'on pourra pas gérer. Et il y a des animaux qui vont disparaître parce qu'il y a des animaux qui vivent dans les prairies, qui vivent dans les landes, etc. Donc il y a vraiment, faut faire attention à ça. Pour un élevage plus extensif et un élevage plus au pâturage, oui, mais un arrêt de l'élevage, moi je dis attention, parce que l'élevage aussi permet de maintenir une biodiversité dans les races de vaches, par exemple. Nous, on maintient des races qui auraient disparu en fait aujourd'hui. Donc voilà, juste pour dire oui pour manger moins de viande, oui pour un élevage plus extensif et plus vert, mais attention parce que l'agriculture permet aussi de capter beaucoup d'azote et de CO2, et c'est important de faire avec, mais de le faire mieux, et ça on en a bien conscience et on essaye d'avancer là-dessus. Mais voilà, les agriculteurs, par les vidéos de L214, comme on peut en parler, se sentent vraiment les premières victimes, alors qu'ils sont embarqués dans un système où aujourd'hui ils ont du mal à changer. Nous, on va les accompagner politiquement et financièrement, mais moi, ils me tapent clairement dessus dans mon département. Hein. Donc, moi, j'ai un département très très dur. La FDSEA me tape beaucoup dessus. Donc voilà, il faut, je pense, éviter avec ces associations-là, justement, qui font vraiment du mal aux agriculteurs, et du coup, ça les braque et ils n'ont pas envie de changer. Ils se disent, de toute façon, quoi qu'on fait, on nous tape dessus. Voilà, c'était juste pour faire quelques petites remarques. Oui, alors j'ai jamais tapé sur les agriculteurs, et on s'est vu, je pense, à la Fondation Nature et Homme. Non, mais sur la Fondation Nature et Homme, vous étiez présente et vous aviez vu à quel point on arrivait à des accords sur fond de désaccords sur tout un tas de sujets, justement permettant d'avancer. Et voilà. Alors je vais répondre. En fait, vous avez un peu la même question. Bon, la considération, c'est quand même plus subtil que les électrochocs. La télé, les médias font des électrochocs. Moi, je suis philosophe, c'est un peu plus lent, un peu plus complexe que les électrochocs. Mais en même temps, moi, je crois qu'effectivement, les vidéos, elles ont ouvert les yeux de beaucoup de personnes, hein, de L214, mais bien avant aussi. Néanmoins, beaucoup de personnes savent ce qui se passe, ont vu des vidéos et continuent néanmoins. Car il faut bien voir que ce qui est difficile à voir, et ces vidéos sont difficiles à voir, pousse les êtres bien souvent à être choqués et ensuite à oublier, à refouler ces émotions négatives. Donc il faut accompagner. Les vidéos ne suffiront pas. Il faut accompagner par une réflexion, notamment auprès des plus jeunes, par une réflexion, par un accès au symbolique. Et aussi, il faut savoir qu'on ne change ces modes de vie, c'est pas par la vidéo, c'est l'œil de celui qui les voit, qui est déjà changé et prêt à le faire. Hein. Donc, si on s'en tient seulement à des dénonciations et à la violence de ces images, on n'arrivera pas à justement opérer de manière durable des changements profonds dans les styles de vie qui où chacun va à son rythme.
Je crois qu'il ne s'agit pas de décréter la fin de ceci, cela. J'insiste beaucoup, moi, dans le manifeste animaliste que j'avais écrit en interrompant mon travail de fond, parce que j'en avais marre d'abord d'entendre des contresens constants à la radio sur les termes, et puis aussi le manque de générosité de la part des uns et des autres, des pros et des contrats animaux, qui bloquaient toute avancée, et aussi parce que pour voir un peu ce qui se passe dans d'autres pays, où c'est pas forcément mieux au niveau de la qualité des échanges et de leur élégance, mais il y a quand même quelques petites choses. Quand je vous parlais en Suède, l'élevage des porcs, mine de rien, même les élevages dits intensifs sont mieux, mais ils ont aidé les éleveurs. Et on ne pourra rien faire, y compris dans les mesures vigoureuses qu'on demande, et moi je ne les demande pas pour l'agriculture, l'élevage, mais plus par exemple pour la fin de la captivité des animaux sauvages. On ne peut pas mettre fin à la captivité des dauphins et au cirque avec animaux sans faire une place aux personnes qui ont mis toute leur estime d'elles-mêmes, tout leur travail, leur dignité dans ce type de travail. Il faut justement leur donner une chance de s'épanouir et de trouver leur place dans un monde moins violent envers les animaux. Si on n'a pas cette vision-là, mais je ne vais pas répéter ce que j'ai dit déjà trop de fois et écrit, je sais que les gens ne lisent pas les livres et qu'on préfère les débats, mais quand je ne parlerai plus, que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, peut-être que ça changera, mais bref. Mais pour les vidéos, vraiment, il faut faire attention à ne pas confondre l'élément qui peut ouvrir les yeux de certaines personnes avec tout le processus de transformation qui fait qu'une personne s'engage avec modération, ou plutôt mesure. Et là, il faut aussi, s'agissant de la question animale, j'ai dit tout à l'heure, quand on prend vraiment la mesure d'intensité des souffrances animales, et moi je ne le souhaite vraiment pas à tout le monde, c'est un cauchemar. Et il faut un peu de temps avant de métaboliser cela et d'en faire autre chose que de l'indignation et de la dénonciation, voire de la détestation de son prochain. Ceux qui en restent là devraient se taire. C'est après qu'il faut construire. Et je trouve que nous ne sommes pas assez nombreux dans ce geste consistant à voir comment, concrètement, pas à pas, nous pouvons construire. Mais j'ai quelques espoirs parce que dans le groupe, justement, En Marche, chez les députés, vous êtes un certain nombre à vous emparer de cette question avec beaucoup de finesse. Nicolas Hulot est sensible. Je pense qu'il y aura peut-être quelque chose, on verra. De toute façon, il le faudra. Merci. On va prendre donc un deuxième et dernier jeu de questions. Alors, il y en avait une là. On peut passer le micro. Bonjour Madame Daliderbusch. Une remarque, on va dire, une tentative de complément. La remarque, alors je sais que... Vous voulez que je parle sans micro ? Oh, vas-y. Ouais, c'est vrai que c'est assez étrange. La remarque, c'est que, si j'ai suivi votre raisonnement, vous proposez quand même de réintroduire une forme de transcendance, bon, peut-être pas déiste, mais une forme de transcendance. C'est un peu ce que j'ai cru comprendre. D'accord, ok. Non, mais j'ai essayé de vous comprendre. Hein. Je suis qu'un pauvre ingénieur qui a essayé de vous comprendre. Donc vous comprenez que ça puisse poser souci. Le deuxième sujet, alors sur lequel ce sera plus facile pour moi, alors je ne suis pas très familier des sujets animaux, mais il y a un sujet que je connais mieux, c'est celui des déchets. Et vous avez parlé de psychologie. Dans le domaine des déchets, il y a toujours un sujet qui m'a fasciné, c'est le tri des déchets. Est-ce que vous êtes posé la question de pourquoi les gens trient leurs déchets ? Il n'y a aucun facteur, alors à moins de trouver une forme de transcendance dans le tri des déchets, mais il n'y a aucun facteur explicatif simple que je puisse trouver. Ça veut bien dire que quand même la moitié de la population peut trier ses déchets sans qu'on lui donne un signal prix, sans qu'on lui mette un pistolet sur la tête, sans qu'elle paye une amende ni quoi que ce soit. Quel est le facteur explicatif ? Parce que vous avez vous-même évoqué la psychologie, c'est toujours un sujet qui m'a fasciné, pourquoi les gens trient leurs déchets. Voilà. Merci. Alors, autre question ? Derrière, non, il n'y a pas de... Joël. Peut-être en écho à cette question, alors. Quand on regarde la situation qui était celle des années 60, en gros, on a, depuis les années 60, nos comportements se sont profondément transformés. Mais ils se sont profondément transformés parce qu'à chaque fois, en quelque sorte, on allait vers quelque chose qui était présenté comme un mieux, et qui était vécu objectivement comme un mieux, comme un progrès, comme quelque chose qui donnait plus de confort, plus de marge de manœuvre, plus de liberté aux individus. Or, il me semble que les enjeux
personnel de la transformation écologique, c'est à certains égards de restreindre certains aspects de nos comportements, certains aspects de nos libertés, certains aspects de ce qui nous, au fond, rend la vie facile, rend la vie agréable. Et c'est précisément là que ça coince, je crois. C'est précisément là qu'il y a une difficulté qu'il faut essayer d'affronter. Et c'était à cette question que j'aurais aimé que vous essayiez de répondre. Merci. Alors, allez-y. Dernière. Et pour continuer, moi, il y a un élément intéressant qui m'a particulièrement marqué. Vous avez parlé de plaisir. Et moi, je pense clairement que ça passe par là. Derrière l'obligation qu'on peut se donner, c'est aussi comment on prend plaisir à changer nos comportements. Et ça me fait penser aux travaux du WBCSD, par exemple, qui avait étudié toutes les techniques marketing voilà, de la grande période, notamment aux États-Unis, et d'utiliser en fait ces techniques marketing, mais de les renverser en montrant que changer un style de vie pour un style de vie plus durable, on peut y trouver un intérêt et un plaisir en tant que citoyen et individu. Et je pense que ça, c'est un élément... Voilà. Merci. Alors, 3 questions. D'abord, vous savez que j'ai décidé de faire moins en moins de conférences parce que souvent, les livres, on a le temps de développer, on prend du temps. Moi, j'essaie de soigner le style. Et à l'oral, c'est toujours massif. Et en France, je trouve que parfois, on est souvent attaqué. Donc moi, je vais me faire rare en France avant de partir. Oui. Alors, la transcendance, non. Ça, c'est un contresens total. Puisque justement, je pense qu'une éthique des vertus... Bon, je ne vais pas reprendre ce que j'écris en 300 pages, hein, mais c'est une approche effectivement qui insiste sur l'individu et non seulement je pense qu'on ne peut pas définir une éthique en fonction d'une naissance de l'homme, d'une nature figée, mais ni même, si je puis dire, d'une foi. La philosophie est athée, comme disait mon maître Léo Strauss, parce qu'elle ne demande pas dans l'effort pour s'adresser à la rationalité, et selon moi aussi, au cœur, elle ne demande pas d'arrière-monde, de foi, d'adhésion, voilà, qui sont à des choses indécidables. Hein, c'est vraiment, donc la question que vous posez est vraiment comme si vous disiez que je n'étais pas philosophe. Hein. Donc la transdescendance, c'est exactement le contraire, mais effectivement, j'ai repris ce mot à Jean Val, oublié, et Lévinas le reprenait aussi, mais avec l'idée que c'est un mouvement d'approfondissement de soi, de connaissance de soi, et plutôt, bon, moi j'essaie de décrire aussi ce que la mort fait à la vie, hein, la prise de conscience. Vous voyez, on parle souvent de limites. Vous avez parlé de restrictions. Moi, je parle de limites. C'est pas la même chose. La réflexion sur les limites à ma liberté, c'est pas seulement l'autre homme, c'est les générations futures. La notion de limite, une limite, c'est pas quelque chose seulement qui m'arrête et me contraint, c'est quelque chose comme la mort est une limite. La limite de ma volonté, hein, c'est l'irréversible, la mort de l'autre, etc. La maladie, tout ça, c'est l'expérience d'une impuissance de ma volonté. Ce ne sont pas seulement des choses comme ça qui m'arrêtent, c'est quelque chose qui m'invite, m'oblige à faire un chemin pour, non pas surmonter, mais endurer quelque chose. Moi, j'ai beaucoup travaillé en éthique médicale, et je fais encore cela. Et c'est vrai que l'éthique médicale, on est confronté souvent à des dilemmes majeurs, à le choix impossible entre deux biens. Dans les arrêts de traitement, dans les décisions d'interrompre une grossesse, quand on n'est même pas toujours sûr des handicaps de l'enfant à naître, etc. Donc c'est une traversée de l'impossible. Et contrairement à Heidegger, qui, vous voyez, Heidegger, c'est pas seulement de l'éthique, c'est une réflexion sur ce qu'on appelle ontologie. En tout cas, c'est une réflexion sur l'existence. C'est pas seulement l'existentiel, c'est ce qu'il appelle existentiel. Et lui, c'est le rapport à la mort. Le rapport à ma propre mort comme borne fait que j'aurai envie de donner existence à ce qui est bon pour moi. Mais c'est une pensée seulement du pour soi. Et moi, j'essaie de montrer que ce que la mort fait à la vie, la mort qui est radical abandon, la mort que je ne peux jamais vraiment anticiper, contrairement à ce que dit Heidegger, parce qu'elle est une aporie, un inconnu, et bien en même temps, qu'est-ce qu'elle fait à ma vie? Elle fait que je peux avoir le désir de transmettre, non pas ma mort comme anéantissement, mais ma mort comme justement
ce qui m'ouvre un sens de l'existence, que j'essaie de décrire, etc. Et aussi le monde commun, vous voyez, le monde commun, c'est pas une transcendance. Le monde commun, c'est seulement que vous n'êtes pas seul au monde, vous êtes plus vieux que vous-même, vous veniez d'une liaison ombilicale des vivants. Vos parents, vos aïeux, et pas seulement, avec l'évolution. Que vous êtes déjà, vous avez deux commencements, comme dit Ricoeur. Quand vous existez, vous faites ceci, cela, et nous avons une ipséité morale. Chacun essaie de se définir, et peut-être que l'attestation, qui tu es, c'est ce à quoi tu crois, ce à quoi tu tiens, toi, pas ce qu'on t'a dit de faire. Ça demande l'ipséité morale, beaucoup d'émancipation. Mais c'est le premier commencement, il nous échappe. Nous ne nous sommes pas mis au monde, nous n'avons pas choisi de naître ici et là, et au lieu d'en faire une fatalité et quelque chose de négatif, comme chez Heidegger, moi j'en fais quelque chose de positif qui souligne justement le fait, dans notre condition humaine, qu'il y a l'intersubjectivité au fond de nous, et puis naître, mourir, c'est pas seulement la fin du monde. Ma mort individuelle n'est pas la fin du monde. Chez Heidegger, si. Donc le monde commun, c'est cette prise de conscience d'un horizon, d'une épaisseur à mon existence. Parce que, voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Nos ancêtres avaient l'horizon de leur vie, Dieu ou l'histoire les jugerait. Dieu, ou bien l'histoire, les résistants, ou bien le communisme, les philosophies de l'histoire, où ça valait le coup pour eux, pour certains, de sacrifier sa vie pour un objectif. Et les êtres, après l'effondrement du mur de Berlin, il y a ce que j'appelle l'âge de la désolation, c'est-à-dire que les êtres se sentent seulement production, consommation, en tournant sans repos sur eux-mêmes, sans épaisseur à leur existence individuelle, sans horizon autre que la consommation, la production et des valeurs préformatées par le marché. Et après, on leur demande de se restreindre. Bon, donc du coup, moi, ce que j'essaie, dans cette désolation, qui est une menace fondamentale, parce que ça jette les hommes dans une vulnérabilité au mal politique, aux réponses autoritaires et totalitaires aux politiques. Bon, Hannah Arendt décrit ça à sa manière, mais le totalitarisme, disait-elle, n'est pas seulement lié à Hitler, il survit chaque fois qu'on convainc les individus qu'ils sont de trop, que leur vie est superflue, qu'ils sont des rouages anonymes dans un système auquel ils vont collaborer. Et pour ceux qui, comme vous peut-être, mais comme moi, ont beaucoup lu sur le nazisme, sur pourquoi ça s'est passé, pourquoi ça a marché chez un peuple quand même, il y avait plein de génies. Parce que justement la routine, comment des êtres justement tombent dans la déshumanisation et deviennent les acteurs d'une déshumanisation dans lesquelles ils ont été enfermés. Et donc je crois que pour répondre à ce qui pour moi est cette forme décomplexée de nihilisme qui s'exprime par la violence envers le vivant, par la dégradation, par les menaces fondamentales qui pèsent sur la démocratie aujourd'hui, pour répondre à cela, la philosophie, me semble-t-il, a le devoir de réfléchir à ce qui peut donner un horizon, une épaisseur aux existences individuelles, parce que qui soit autre chose que la désolation, et moi c'est ce que j'appelle l'âge du vivant, qui est à la fois lié à la prise au sérieux de ma corporéité, ou à la réconciliation avec ma vulnérabilité, à la fois comme fragilité, comme force, avec la réflexion sur les limites liées à mon usage des terres, mais parce que je suis avec les autres, c'est pas seulement des restrictions. Et puis la finitude. Ceux qui connaissent les projets transhumanistes ont compris que les transhumanistes ne s'opposent pas seulement à la mort, après tout, pourquoi pas, mais ils détestent la naissance. Ils veulent programmer la naissance. Ils ne supportent pas la contingence, que quand on aime le vivant, la biodiversité, on adore la détermination et la contingence, bien sûr. Mais donc tout ça, moi j'ai essayé d'articuler ces champs-là et de donner une armature conceptuelle à ce que j'appelle l'âge du vivant, dont je vois des signes avant-coureurs, et dont justement la question animale est un peu le levier. Parce qu'elle n'est pas, vous voyez, elle a une dimension stratégique. Elle est à la fois le levier d'une contestation d'un modèle de développement générateur de plein de contre-productivité. Elle est aussi l'image, le reflet de notre déshumanisation, jusqu'où nous allons dans nos pratiques, vraiment les mutilations, etc. Et aussi le levier d'une transformation, d'un horizon utopique où je regarde l'horizon, mais je travaille dès maintenant à changer les choses. Et l'âge du vivant, je vois des signes avant-coureurs aussi, c'était dans mon précédent livre, Les nourritures, dans la manière dont les êtres veulent se réapproprier leur vie là où ils le peuvent, dans l'alimentation, dans le plaisir qu'ils ont à se nourrir autrement, à s'approprier
l'alimentation au lieu de manger des produits gorgés de pesticides, plein de produits, etc. Donc tout ça, qui sont des mouvements un peu minoritaires encore, mais qu'il s'agit d'accompagner. Rappelons-nous ce que disait Kant. Il disait les Lumières se caractérisent par le fait que c'est une époque qui a son nom et sa tâche, qui se donne elle-même un nom et une tâche. Alors moi, je me leur donne un nom et une tâche. Voilà. Donc cette tâche du vivant qu'il s'agit de faire gagner, car aujourd'hui, tout concourt aussi contre lui. Nous avons des exemples, ça et là, de cette expression du nihilisme décomplexé qui vante la performance, la maîtrise, la guerre, Trump, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est pas une transcendance, c'est vraiment redonner un horizon aux êtres, et ça passe, vous voyez, moi j'ai fait du nourrisson l'emblème, le visage, la considération, parce que si on ne lit pas tout ce que la sophistication de la philosophie, même si j'ai fait un effort, 11 heures par jour cet été de travail, mais pour le finir, quand on est universitaire, on n'a pas le temps pour la recherche, donc il faut le prendre, il faut le braquer avant de partir. Mais tout ça, voilà, j'ai essayé le nourrisson permet chacun à sa mesure de voir qu'il est aussi ce qui compte, c'est aussi la transmission d'un monde habitable et quels enfants nous allons laisser au monde. Qu'est-ce que ça suppose, l'éducation morale? Qu'est-ce que ça suppose en termes politiques de laisser au monde des enfants qui pourront porter un certain message plutôt que d'être déshumanisés? Voilà. Donc c'est pas une transcendance. C'est transdescendance. Il faut vraiment entendre trans, ça veut dire que ça me dépasse. Mais les générations, le monde me dépasse. Voilà, les générations futures, le monde commun. Vous êtes nés aujourd'hui, 21e siècle, vous devez beaucoup à toutes les représentations politiques, la démocratie, tout ça, les institutions. Moi, je suis philosophe politique, j'adore Lincoln, qui est vraiment mon idole. C'est quelqu'un, jamais aucun politique n'a compris à ce point à quel point les institutions devaient être portées, devaient être travaillées dans ses discours, c'est extraordinaire. Je crois qu'il y a peu d'hommes politiques qui lui viennent à la cheville, parce qu'il avait, selon moi, la considération. Il était aussi très dépressif. Mais voilà, donc ça c'est vraiment important. Ensuite, alors j'ai un peu répondu à ce que vous disiez. La question, c'est qu'effectivement, les restrictions, c'est un peu des normes, des prescriptions. Tu dois, il faut, interdiction. Jusqu'à présent, la morale n'a parlé que ce langage-là. C'est pour ça que ça a échoué. On a oublié, le plaisir, c'est-à-dire l'accomplissement, l'épanouissement de soi dans le fait de modifier ses styles de vie. La sobriété, enfin, il y a ébriété dedans quand même. Donc, la dimension de plaisir, qu'on appelle en philosophie le démonisme, une vie heureuse est une vie accomplie. Elle n'est pas forcément, disons, une vie bonne a cette dimension d'accomplissement. Elle n'est pas forcément heureuse au sens de satisfaite et au sens dans la quiétude. Moi, je pourrais dire que j'ai un certain accomplissement. Mais j'ai une inquiétude terrible, constante. Donc, voilà. Donc, accomplissement, c'est-à-dire la certitude de savoir ce qui compte et de parier sur quelque chose. Ça, c'est l'accomplissement. Le bonheur, c'est la satisfaction. C'est pas possible pour moi dans un monde où on tue chaque jour 3 milliards d'animaux. Pas possible. Donc, jusqu'à la fin de ma vie, je n'aurai aucune quiétude. Ensuite, ça se voit d'ailleurs. Donc, vous voyez, passer du langage du devoir au langage de l'éthique des vertus, mais sans l'essentialisme, sans le côté vieillot, ou un peu, vieillot, et perfectionniste, qui étaient ceux des éthiques classiques des vertus, il n'y en a pas beaucoup, ou même des éthiques néo-aristotéliciennes. Moi, j'en ai lu beaucoup, j'ai trouvé ça très mauvais et un peu ronflant, quoi. Voilà, il faut être vertueux, il faut être tempérant, vas-y. Mais même Aristote, quand il décrit l'homme prudent, on a envie de le rencontrer. Ah oui. Moi, on me rencontre le phronimos, je le mets tout de suite partout, quoi. Mais comment on devient phronimos? Comment on devient sage? Il ne dit pas pourquoi. Et alors moi, justement, j'ai essayé de décrire des étapes et une expérience permettant, mais qui rencontre, vous voyez, le cœur de l'humain, la mort, la maladie, la douleur, la joie, le plaisir, tout ça. C'est ça notre condition. Et voilà. Donc Donc le plaisir, le langage de la restriction ne marche pas. Et puis voilà, si nous voulons continuer le pari démocratique fondé sur le consentement, il faut donc, comme disait Rousseau, faire que les gens aient le sens de l'obligation, c'est-à-dire aient envie, quoi, et sentent en eux-mêmes, sentent dans leur intérêt propre l'intérêt des autres. Mais c'est une transformation de soi. Alors ça peut être un traumatisme,
Par exemple, pour les animalistes, c'est clair. Moi, je pense du matin au soir aux animaux. Hein. C'est pas Dieu et la politique, comme chez Léo-Strauss, mon maître, c'est les animaux et la politique. Hein. Oui, tous les jours, matin au soir. Bon. Mais je dirais que pour l'écologie, quelqu'un qui pense l'habitation de la Terre, vous voyez, l'habitation, c'est quand même l'habit, le maintien, c'est quand même nous, quoi. Donc, à partir du moment où on pense ce rapport au monde commun, d'une certaine manière, je trouve que ça devient presque facile de changer ses styles de vie. Surtout si le politique encourage des innovations technologiques dans la mode, dans la cuisine, et que ça devient facile de trouver des chaussures, voilà, ou de l'alimentation, et qu'on peut travailler peu à peu. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, mais je sais que c'est difficile, et sans doute à l'oral, c'est pas possible. C'est pas quelque chose qu'on comprendra avec des vidéos. La philosophie, elle est lente. Ou on accepte la lenteur, ou on n'en fait pas. Mais au moins, une conférence comme ça donne envie à, je suis sûr, toute une série de participants de s'y plonger. Il nous reste les 3 vœux. Donc je vous repasse la parole, je vous rappelle. Un vœu au secrétaire général de l'ONU, un vœu au président de la République, très court, hein, c'est pas besoin d'être très long, et un vœu aux citoyens. Donc au secrétaire général de l'ONU, eh bien, l'ONU avait parlé de l'interdiction de la corrida aux mineurs pour les protéger. Je pense qu'il faudrait qu'elle revienne, qu'elle insiste encore sur cette mesure qui aurait des conséquences à moyen terme importantes. Pour les gens qui, comme moi, pensent qu'il faudra supprimer la corrida quand même un jour, mais déjà l'interdire les spectacles aux enfants, ce serait bien. Le président de la République, j'ai beaucoup de choses à lui dire, mais bon, c'est difficile. Bon, déjà, le remercier quand même d'avoir attiré Nicolas Hulot, qui porte quand même la transition environnementale et écologique et qui, je pense, serait assez d'accord avec tout ce que j'ai dit à sa manière. Et tant qu'à faire, moi je pense que j'aimerais que cette transition écologique qui implique une transition énergétique, alimentaire, eh bien bon, je vais me permettre de faire un tout petit à côté. Je pense que il serait important de faire une proposition vigoureuse. Et pour moi, ce serait la fin de la captivité des animaux sauvages. Dans les cirques avec animaux et dans les delphinariums, il faudrait au moins faire cela, avec le temps nécessaire pour que les personnes se reconvertissent. Mais je pense que si le président de la République faisait ce geste, j'aurais énormément de gratitude envers lui. C'est pas la transition écologique, mais c'est quand même dire qu'il y a quand même un enjeu de civilisation. Mettre ces animaux dont la beauté est fatale, les tigres, les éléphants, dans des cages, les frustrer de tout pour des spectacles ou pour les voir, je pense que ça ne va pas. Alors aux individus, eh bien justement, je vais reprendre ce qui a été dans les questions, qui a été au cœur des questions. Il y a à la fois prendre conscience de la gravité de la situation, voire de l'urgence, parce que la démocratie, quand même, elle doit être soutenue. Et il y a des choses qui la menacent aujourd'hui, une violence décomplexée. L'écologie, nous sommes dans une situation grave. La question animale, c'est quand même le reflet de notre propre honte, de notre honte commune. Donc prendre conscience de cela, tout en sachant que ça fait mal. Avoir le courage de traverser ces émotions négatives, parce que les personnes, il faut qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules à les éprouver. Et justement, arriver non pas à surmonter ces émotions négatives, mais en les partageant, à se mettre sur une trajectoire où on construit pas à pas pour le mieux, pour justement un monde plus juste envers les humains et les animaux et écologiquement soutenable, et qui soutiennent la démocratie qui est quand même un idéal majeur, fantastique. Donc voilà, moi c'est cette idée, tenir à la fois le négatif, le traverser, pour voir chacun à son rythme comment il peut faire et ce qu'il peut faire d'utile ici et maintenant. Donc d'une certaine manière, pratiquer la considération à son niveau, puisque c'est vivre, savoir que vivre, c'est vivre de, vivre avec et vivre pour. Merci, et je crois qu'on peut applaudir.
C'était tout à fait passionnant.